Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo E2. On va attaquer tout de suite avec un sujet qui me semble être assez important parce que peut-être, je dis bien peut-être, annonciateur de la suite. Je ne vais pas revenir sur l'historique de l'Ukraine parce que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais pour que vous compreniez bien la situation, je rappelle, l'Ukraine, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une jeune nation, pas seulement de par son indépendance et son accès à la démocratie depuis 1991 au moment de la chute de l'Empire soviétique, mais bien avant cela, c'était une nation dont les frontières ont été dessinées relativement tard, mais est aussi une nation, ou si on peut appeler ça une nation, un territoire qui a souvent été sous influence, sous contrôle, et plus particulièrement contrôle russe pour un temps, et communiste pour un autre. Force est de constater que l'Ukraine, comme un certain nombre de pays limitrophes, à proximité de la Russie, ont, à travers l'histoire, subi des déplacements de population. Et le résultat, l'héritage que nous avons aujourd'hui, c'est que au sein de ces pays, au sein de ces nations, eh bien vous avez différentes communautés. Et en ce qui concerne l'Ukraine, nous avons à la fois des Ukrainiens ukrainiens et des Ukrainiens russophones. Pourquoi? Tout simplement parce que, et je vais très rapidement revenir dessus, parce que comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo sur l'historique de l'Ukraine, l'origine même de la civilisation locale, c'est ce que l'on appelle le fief de Kiev. C'est à partir de cet endroit que tout a élaboré, tout a développé ce qui va devenir par la suite d'un côté la Russie, mais aussi un certain nombre d'influences culturelles de différents endroits. Le sud du pays, comme la Crimée par exemple, la Crimée a été souvent des possessions d'autres civilisations, aussi bien grecques, antiques que ottomanes. Le ouest du pays, l'ouest, nord-ouest, ont souvent été conquis, possédés par à la fois des Polonais, mais aussi des Lituaniens. La Lettonie, pardon. Non, c'est Lettonie, c'est la Lituanie. Donc forcément, au fil des ans, au fil des siècles, ces régions ont à un moment donné laissé des héritages, laissé des influences culturelles. Ce qui fait que dans certains endroits, dans certaines contrées de cette région du globe, eh bien nous avons différentes communautés qui perpétuent des héritages, qui perpétuent des cultures, voire même des religions, ce qui fait que le jour où, tout d'un coup, pour des raisons historiques, pour des raisons politiques, eh bien on se met à dessiner une frontière et on estampille ça comme étant un pays. Un pays qui, évidemment, regroupe une majorité d'individus, une majorité de populations issues d'une culture, issues d'une religion, issues d'une civilisation, on va dire, qui va se développer, mais qui va se développer parfois de façon différente. Aussi bien certaines contrées ont réussi à développer une civilisation, ont réussi à développer une nation, ont réussi à développer un peuple en appartenance, en concordance, en tolérance avec un certain nombre de communautés qui, plus ou moins, ont apporté aussi leur pierre à l'édifice de la construction de la patrie. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'Ukraine. Comme je vous l'ai dit, l'Ukraine a été souvent possédée par différentes parties de son territoire, par des voisins. Et que l'Ukraine que nous connaissons aujourd'hui, eh bien c'est une Ukraine plutôt contemporaine, puisque je rappelle, ces frontières ont été plus ou moins établies à partir du 19e siècle. Avant cela, évidemment, certains me diront, mais non, ça existait avant. Mais oui, mais le problème, c'est qu'avant, c'était plutôt des contrées, des royaumes, des duchés, etc. Voilà, ça a été des endroits qui se sont disputés, qui se sont guerroyés, qui ensuite ont été conquis, envahis, occupés, avec tous les aspects évidemment sociaux que ça implique quand il s'agit d'occupation. Mais dans l'histoire contemporaine de l'Ukraine, je le rappelle, la Crimée par exemple, la Crimée à l'origine était russe, à partir du XVIIIe siècle, mais elle a été restituée en 1954 par M. Khrouchtchev, parce que Khrouchtchev était un Ukrainien, et que
selon la légende, lors d'une soirée de beuverie, a décidé tout simplement de donner, non pas de restituer, mais de donner la Crimée à l'Ukraine. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens qui disent que la Crimée est ukrainienne, c'est pas forcément vrai. Seul l'est dans la constitution de l'Ukraine en tant qu'État pays souverain, on va dire, de par ses frontières, mais historiquement, ça se discute. Historiquement, peut y avoir du débat. Pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, c'est comme si les Alsaciens demain décidaient tout d'un coup de considérer que la France ne vaut plus le coup et que tout d'un coup font ressortir un sentiment beaucoup plus germanique que francophone. Bien, c'est un petit peu pareil avec ce genre de pays. Mais voilà. Aujourd'hui, nous connaissons la situation, il y a eu différentes révolutions, ce qu'on appelle les révolutions oranges, qui se sont produites en Ukraine, jusqu'en 2014, au moment de Maïdan, où là, la situation a commencé à devenir un petit peu plus inquiétante du fait de jeux d'influence, de jeux de marionnettistes, pour essayer d'attirer l'Ukraine d'un côté vers l'Occident, par le biais de l'Union européenne, comme d'un côté en faire un pays allié, un pays ami de la Russie, tel que l'est son voisin du Nord, la Biélorussie. Sauf que, malheureusement, le conflit a été plus loin que ce que l'on espérait, ça a fait Maïdan, et ça a fait aussi le fait que les politiciens, ou les idéologies politiques pro-européennes se sont trouvés des alliés, même s'ils sont très minoritaires, envers les mouvements nationalistes. Alors, on va mettre une petite parenthèse. Le nationalisme, ce qu'on appelle les néo-nazis ukrainiens, ont dans les fondamentaux les mêmes, en effet, sentiments, les mêmes base de ce que l'on pourrait considérer être, de par le terme néo-nazi, affilié au nazisme. Je rappelle qu'il y a un historique aussi de la Seconde Guerre mondiale avec l'Ukraine, du fait que des Ukrainiens se sont alliés, ont pactisé avec les nazis pour lutter contre les Russes. Mais les Allemands, en réalité, ont profité d'une situation de haine, de colère contre le russe du fait d'un historique du XXe siècle dont l'un des plus significatifs, ça a été la fameuse famine qui a eu lieu en Ukraine, provoquée par la Russie communiste. Et évidemment, ça a alimenté un petit peu quelques animosités envers le voisin russe de la part des Ukrainiens. Mais ce sentiment, évidemment, a été plus ou moins alimenté dans la société ukrainienne, même après la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas considéré le fait que si l'Union soviétique était l'Union soviétique, aujourd'hui c'est la Russie, et donc ça n'a plus rien à voir. Certains ont continué évidemment à alimenter un petit peu le sentiment anti-russe. C'est comme si aujourd'hui nous avions en France des partis qui continuaient à alimenter le sentiment anti-allemand du fait que les Allemands sont les héritiers d'un pays qui nous a envahis, qui nous a occupés, qui nous a fait quand même 3 guerres en moins d'1 siècle. Et donc, on s'est appuyé un petit peu sur ces individus, même si, comme je vous le dis, ils sont relativement minoritaires. Mais attention, évitons l'amalgame sur le nazisme allemand par rapport aux néo-nazis ukrainiens. Les néo-nazis ukrainiens ne sont pas particulièrement antisémites. En revanche, ils appliquent les règles et les fondamentaux d'une haine envers le russe comme le nazisme l'avait fait envers le juif. Et de fait, ces accointances qu'il y a eu avec les néo-nazis ont permis d'instaurer dans la société ukrainienne une sorte de chape de plomb. Cette chape de plomb qui, en règle générale, on retrouve très souvent dans un certain nombre de pays où c'est une infime minorité à qui on donne énormément de pouvoir et qui réussissent à instaurer leur idéologie à la majorité. On connaît l'histoire. Et donc, arrive 2014, l'affaire Maïdan, la volonté du président de l'époque de vouloir
essayer de se rapprocher, de rester en lien avec le voisin russe, malgré les propositions, malgré les influences, malgré les lobbying de l'Union européenne. Ça a provoqué ce que ça a provoqué. Finalement, Lysychenko a fini par être viré, Porochenko a été élu, et Porochenko, dans certaines alliances, certains compromis qu'il a pu faire avec justement ces mouvements nationalistes, le mouvement nationaliste qui est le secteur droit pour le plus important, a commencé à vouloir essayer de mettre en place des lois de discrédit, des lois de discrimination envers les Ukrainiens russophones. Et évidemment, les russophones commençaient à ne pas être d'accord. Et qui plus est, aidé, soutenu par le voisin russe qui légitimement veut protéger ses compatriotes russophones en Ukraine, même si ce sont des Ukrainiens. C'est un peu comme si, par exemple, le Canada décidait demain, le Canada anglophone décidait de prendre la main sur le Québec et de décider du jour au lendemain que désormais le Québec, la langue officielle, ça sera l'anglais et que le français est banni. Dans ce cas-là, évidemment, la France se sent un petit peu concernée et souhaiterait pouvoir aider les Québécois, soit à trouver des issues diplomatiques avec les Canadiens anglophones, ou soit tout simplement aider le Québec, sans version officielle, on va dire, à s'émanciper, à trouver son indépendance. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qu'a pu faire éventuellement la Russie avec l'Ukraine. Car soyons logiques, pour Poutine, les Ukrainiens russophones, ça reste des Russes, de par leur histoire liée. Car, je rappelle, encore une fois, sur l'histoire de l'Ukraine, les Russes sont en fait des héritiers de populations, de communautés qui ont migré vers l'Est, vers le Nord-Est, mais qui viennent du fief de Kiev de l'époque. Donc, c'est pour ça que dans les idées nationalistes dans cette région, vous avez des courants un petit peu différents, mais qui se rapprochent sur tout simplement ce fameux conflit de savoir qui est la mère de toutes les Russies. Certains disent que c'est la Russie, et que la Russie légitime de vouloir récupérer l'Ukraine et de l'intégrer à son giron, comme des Ukrainiens considèrent que ce sont eux l'origine, l'origine même de la civilisation russe, si on peut parler ça comme ça, et que finalement les Russes devraient être vus au second degré par rapport aux Ukrainiens, et les Ukrainiens être les piliers de cette version qu'on pourrait dire la mère de toutes les Russies, comme vous avez des Russes, d'ailleurs on les retrouve dans les fameux bataillons Azov, vous avez des Russes de nationalité russe qui sont dans les bataillons Azov, qui considèrent en effet que Kiev est l'origine même de toute la civilisation, de toute la culture russe, et que par conséquent la légitimité est évidente, que c'est Kiev qui devrait être le centre du monde russe, d'une manière générale. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc 2014, décision fâcheuse, qui a été un petit peu le déclencheur d'ailleurs de la situation, de vouloir créer une sorte de statut de second degré, de second ordre pour les Ukrainiens russophones. On a connu la suite, certaines manifestations, des manifestations qui se sont confrontées à des contre-manifestations, on a organisé des contre-manifestations pour essayer d'étouffer dans l'œuf les manifestations pro-russes. On a eu le malheur du 2 ou 4 avril 2014 à Odessa. Souvenons-nous, la maison des syndicats, je crois, la maison du peuple ou du syndicat, massacre absolu. Et à partir de là, vous avez eu des régions majoritairement russophones qui se sont soulevées et qui se sont tout simplement déclarées en sécession vis-à-vis de l'autorité de Kiev. C'est ce qui sera le Donbass, c'est-à-dire les républiques de Donetsk et les républiques du Donbass. Et Donetsk et Lugansk, je cherchais le nom. Donc à partir de là, à partir du moment où vous avez une confrontation entre deux communautés, que d'un côté vous avez une communauté qui est soutenue par
l'Occident, pour ses idées de démocratie, de liberté, des droits de l'homme, de la souveraineté même de l'Ukraine, et qui donc refuse toute forme de sécession au sein de l'Ukraine de la part de gens qu'on considère être en fait des agents, des gens manipulés par la Russie. Et évidemment, on entend, oui, c'est voilà comment Poutine veut reconstruire l'Union soviétique, ce qui est complètement ridicule. Et puis d'un côté, vous avez les Russes, c'est-à-dire la Russie, qui ne peut pas abandonner ses compatriotes ou ses confrères, ou ses cousins russophones ukrainiens. Donc, la logique, on la voit aujourd'hui. Et puis arrive en 2019, l'élection présidentielle, arrive au pouvoir Zelensky. Zelensky, qui n'est pas un homme politique, qui n'a jamais eu de mandat, qui n'a jamais été élu, qui est à l'origine un comique d'une chaîne de télévision, d'une émission de télévision, dont d'ailleurs certains s'amusent à rappeler que, en effet, Zelensky a été un comique qui s'est amusé à jouer du piano avec son pénis, ou jouer des sketchs relativement pro-progressistes, pro-woke, etc. Enfin, mais j'ai envie de dire, en France, on a les mêmes, même qui se croient drôles en faisant un petit peu de la provocation, alors qu'en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils font une sorte de propagande, une sorte de promotion de certaines idéologies contre d'autres. Enfin, des comiques politisés, si on peut appeler ça comme ça. Et le fait est, c'est que donc Zelensky a été élu. Je rappelle quand même que Zelensky, dans son programme, du moins dans ses propos, avait dit que lui, élu, il s'arrangerait de telle manière à réunifier l'Ukraine, c'est-à-dire de trouver des consensus, trouver des compromis, trouver de la diplomatie entre les deux parties pour réunifier cette Ukraine. Sauf que, évidemment, ça a été tout le contraire. C'est-à-dire que finalement Zelensky s'est fait rappeler à l'ordre sur le fait qu'aujourd'hui il est à la tête d'un pays qui possède un parlement, ce même parlement possède en son sein un certain nombre de députés qui sont des oligarques, et un certain nombre de ces oligarques ont des intérêts, ont des accointances avec les mouvements nationalistes. Et d'ailleurs, à partir de 2014, très rapidement, les Azov ont été intégrés à l'armée ukrainienne. Donc, pour ainsi dire, le fait est, c'est que Zelensky, une fois élu, a dû certainement se rendre compte qu'il allait falloir qu'il suive une ligne bien établie et de ne pas s'en écarter. Et d'ailleurs, on l'a vu. À partir de 2014, le Donbass a été considéré comme région en sécession et qu'il fallait reprendre et reconquérir cette région. Et donc pendant de nombreuses années, eh bien finalement ça s'est tiré un petit peu à droite, à gauche. Mais comme évidemment c'était une situation interne, c'était un conflit interne, pouvons-nous parler de guerre civile, même si le mot peut parfois fâcher, les acteurs extérieurs, que ce soit la Russie d'un côté et l'Occident de l'autre, plus particulièrement l'Union européenne et les Américains, puisque je rappelle quand même que pendant l'époque Maïdan, on a vu les Américains débouler sur Kiev, on a vu la sénatrice, qui était sénatrice à l'époque où je ne sais plus, elle était... Je ne sais plus quelle était sa fonction à l'époque, mais Victoria Nuland, dont on a parlé assez souvent dans cette chaîne. On avait même Biden et son fils Hunter, qui ont déboulé, lui qui était à l'époque vice-président, et Hunter qui était à la tête de certaines sociétés, et qui ont commencé à vouloir négocier quelques accords d'exclusivité, etc. Enfin, dirons-nous très clairement le business courant américain. Sauf qu'à un moment donné, il y a Poutine qui a commencé à dire, attendez, il y a un accord, on a tous été d'accord sur cet accord de Minsk II, sauf que force est de constater que, moi je constate, que les Ukrainiens de Kiev ne respectent pas l'accord, ne respectent pas le cessez-le-feu. Et évidemment, du côté occidental, le discours était le même, vous ne respectez pas les accords puisque vous-même, Poutine, de par votre influence, de par votre contact, de par votre soutien envers ce Donbass, vous aussi agressez, vous avez agressé par leur intermédiaire les autorités et les soldats ou l'armée ukrainienne. Voilà, c'est pendant 5 ans, ça a été un petit peu le ping-pong, voilà. Jusqu'en février 2022, où là, Poutine a dit, bon écoutez,
fini de rire. Et j'attaque. Et là, évidemment, Zelensky, on l'a vu partout. On l'a vu dans tous les médias, on l'a vu même faire des discours dans des événementiels, on l'a vu même faire des discours auprès de parlements de certains pays. Sauf que Zelensky, dans son discours, il n'est pas mesuré. Il est extrême. Pour lui, il faut absolument que l'Occident entre en guerre contre la Russie. Parce que la Russie, c'est le méchant. Sauf que le problème, c'est que le discours de Zelensky ne colle pas du tout avec la réalité géopolitique. N'oublions pas que la Russie, c'est quand même le pays qui possède l'arme nucléaire. Et que si jamais on attaque la Russie, il vous restera limite 20 minutes pour trouver un trou pour vous planquer. Sauf que Zelensky a continué. Il a continué son discours très véhément, nous demandant qu'on continue à le soutenir, qu'on continue à envoyer de l'argent, qu'on continue à envoyer des armes, etc., etc., etc. Sauf que là, depuis quelque temps, il se passe quelque chose que, d'ailleurs, dont je vous avais parlé dans mes vidéos. Première chose, c'est que on a parlé du fait que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis, quasiment toutes les semaines, on envoie des millions, ou on envoie des armes. Sauf que le problème, c'est comme je vous avais dit, est-ce qu'il y a suffisamment d'hommes dans l'armée ukrainienne pour, à un moment donné, réussir à résister à l'invasion russe? La réponse est non. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme on a fait très souvent, comme dans les récents conflits de ces 20 ou 30 dernières années, c'est qu'on a envoyé en réalité des mercenaires. Alors, attention, je dis bien des mercenaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des nationalités américaines, européennes, parfois même d'autres pays, mais qui n'agissent pas pour le compte du pays dont ils appartiennent, qu'ils agissent de façon indépendante. Parfois même par le biais de certaines sociétés de sécurité, mais attention, ces sociétés de sécurité, ne posons pas la question de savoir, mais attendez, c'est les sociétés privées du business, qui paye? Qui paye la facture? Donc si on sait qui paye la facture, donc en réalité ces pays qui payent la facture de ces sociétés de sécurité pour envoyer des mercenaires en Ukraine, c'est comme une déclaration de guerre par procuration. Mais non. Sauf que ça aussi, ça ne marche plus. On a aux États-Unis, dans les réseaux indépendants, alternatifs, de plus en plus de témoignages de mercenaires américains qui sont allés en Ukraine et qui sont très vite revenus. Avec des témoignages qui rejoignent ce que je vais aborder un petit peu plus loin. En gros, c'est le bordel. En gros, idéologiquement, c'est des tarés. Et troisièmement, on sent bien que c'est pas du tout organisé, la logistique est assez bordélique, et en plus de ça, certains ont même déclaré qu'ils avaient vraiment l'impression que Kiev était en fait dans une situation où tout ce qui était étranger, hop, ils envoyaient ça au front, de la chair à canon, purement et simplement. Et ensuite, les armes. On envoie des armes. On envoie des munitions, des armes, des fusils d'assaut, on envoie même du matériel d'artillerie. Sauf que le problème, c'est que, souvenez-vous, dans mes vidéos, je vous avais parlé du fait que l'Ukraine, comme un certain nombre de pays d'ailleurs dans la région, ont une culture particulière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des oligarques qui ont parfois maille à partir avec des liens, des accointances, avec des réseaux mafieux, des réseaux criminels. Attention, quand je dis des réseaux mafieux et des réseaux criminels, c'est pas juste des petits réseaux criminels locaux, c'est des réseaux criminels qui sont étendus à l'ensemble de l'Europe. D'où la raison pour laquelle je vous ai dit, et d'autres ont dit, attention, ce que nous envoyons en Ukraine, l'intégralité n'arrive pas en Ukraine. C'est-à-dire que vous avez des gens corrompus qui s'occupent de filtrer ce que l'on veut rentrer en Ukraine en prenant une commission.
Eh bien, je vous le donne en mille. Évidemment, ce que l'on disait, oui, ça existe, mais c'est très, très marginal, donc arrêtez de dire des conneries, de toute façon, on voit bien que vous êtes un pro-Poutine, un pro-russe, etc., vous faites de la propagande. Non, déjà à l'époque, j'avais trouvé un rapport d'une commission, enfin c'était un rapport qui avait été commandité près d'une société par une commission européenne, et ce rapport, en effet, mettait en évidence qu'il y avait des réseaux criminels, qu'il y avait certaines accointances, certaines protections au sein même de l'institution et de l'administration ukrainienne, et qui faisaient leur petit business avec ceux qui rentraient et ceux qui sortaient d'Ukraine. Donc c'est factuel. Eh bien, je vous le donne en mille. Ce week-end, nous avons aux États-Unis une chaîne de télévision qui s'appelle CBS. Alors attention, c'est CBS. CBS, c'est pas n'importe quelle chaîne. C'est une des chaînes mainstream américaines. À la limite, je pourrais presque comparer CBS, par exemple, à TF1. Et a fait une annonce d'un documentaire exclusif. Et dans ce documentaire, alors, il n'insiste pas trop sur le fait de savoir où va l'argent et où vont les armes. Mais on apprend que dans certains envois qui ont été faits par le gouvernement américain, seuls 30% du matériel est arrivé à mon port. Donc je mets bien le contexte, CBS, chaîne mainstream, qui commence à dire aux Américains, attention, ce que fait le gouvernement américain ne sert à rien parce qu'il y a une partie du matériel qui part dans la nature. On ne dit pas textuellement, on ne dit pas précisément que c'est certainement les groupes mafieux, les réseaux criminels, la corruption qu'il y a en Ukraine, qui se sert au passage pour revendre le matériel sur le marché au noir, marché parallèle, etc. D'où la raison pour laquelle on disait que, si ça se trouve, on va retrouver des armes qu'on a envoyées en Ukraine dans soit des quartiers chauds, des quartiers de non-droit de certains pays européens, voire même dans certains pays d'Afrique. Et est arrivé la semaine dernière le fameux rapport d'Amnesty International. Ce rapport d'Amnesty International, alors attention, qui annonce clairement que, en effet, l'armée ukrainienne a parfois fait des opérations en se cachant parmi des civils. Disons-le carrément, utilisons le terme adéquat à cette situation, c'est se servir de civils comme bouclier humain. Voilà ce que Amnesty International a dénoncé. Amnesty International n'a pas parlé de torture, de massacre, de génocide de la part de l'armée ukrainienne envers des populations russophones ou envers des soldats russes, comme d'ailleurs ce qu'on voit pulluler en ce moment, un certain nombre de vidéos qui montrent des soldats ukrainiens qui s'amusent à torturer et à exécuter de façon sommaire des soldats russes. La Convention de Genève en prend un sacré coup. Mais on a bien, là, une dénonciation de quelque chose qui entache l'image de l'armée ukrainienne, voire même des autorités ukrainiennes indirectement. Et là, qu'est-ce que Amnesty International n'a pas fait? Évidemment, Zelensky, tout de suite, condamne, accuse Amnesty International d'avoir joué ou d'avoir été influencé ou de faire la propagande russe,
On a d'ailleurs une dirigeante d'une section, alors je ne sais plus si c'est en Ukraine ou en Russie, d'Amnesty International qui a démissionné. Certainement parce qu'elle s'est dit, voilà, moi je m'en vais parce que ça pue. Alors, évidemment, pareil, hein, l'Occident dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Amnesty International dit-elle ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas eu une infiltration russe dans l'organisation? Alors pour mémoire, Amnesty International, c'est une ONG, hein, une organisation non gouvernementale, qui a été créée il y a 61 ans, dont le siège se trouve en Grande-Bretagne, et qui, très souvent, a fait des études, des analyses, et a dénoncé des actes, évidemment, qui vont à l'encontre de la base même du travail d'Amnesty International, qui sont les droits de l'homme d'une manière générale, et à tacler ou à taper, évidemment dans des pays dont on sait que c'est de notoriété publique, comme aussi dans des pays où l'image est un petit peu écornée. La France a été visée par Amnesty International suite à certaines exactions de policiers à l'encontre des Gilets jaunes, tout comme l'Amnesty International a très souvent montré du doigt la Russie comme se comportant parfois contre des opposants, contre des manifestations de façon un peu trop violente, voire même très répressive, voire laisser planer en effet la conforter l'idée de la dictature de Poutine en Russie. Donc on ne peut pas dire que Amnesty International joue le jeu de Pierre, de Paul ou de Jacques, même si on sait qu'Amnesty International est une organisation dont les financements sont faits en partie par un certain nombre d'organismes, des organismes parfois qui sont en lien avec des États, et que par conséquent, au vu de la générosité de certains acteurs financiers, Amnesty International essaye de donner satisfaction à certains pays, d'accuser d'autres pays d'être borderline en matière de droits de l'homme. Il ne faut pas dire qu'Amnesty International a parfois eu un rôle assez aligné. Mais, là où ça pose problème, concernant cette affaire du fameux rapport impliquant l'Ukraine, c'est qu'il y a un investisseur, parmi d'autres philanthropes de Amnesty International, qui s'appelle Open Society. Ça vous parle? Donc le fait de savoir qu'Open Society est un gros financeur d'Amnesty International, et que Amnesty International sort un rapport, alors un rapport qui n'est pas circonstancié des vrais délits, des vrais défauts de ce que la guerre peut inciter parfois du côté ukrainien à faire, heurte la sensibilité des pro-ukrainiens, des soutiens ukrainiens de ce président héros qu'est Zelensky. Zelensky, encore lui, qui, je le rappelle, on a fait en sorte de le faire oublier à l'opinion, mais a été impliqué, alors ce n'est pas dans les Panama Papers, je crois que c'est dans les Pandora Papers, ont révélé que ce monsieur s'est quand même mis pas mal de pognon dans la poche et il a investi un petit peu à droite à gauche pour s'assurer un patrimoine immobilier et financier non négligeable. C'est-à-dire que le jour où ce monsieur sera peut-être dans certaines circonstances obligé à quitter l'Ukraine et à s'exiler ailleurs, il a au moins l'assurance d'avoir mis en place tout un réseau de financement qui lui assurera une vie jusqu'à la fin de ses jours très aisée. Donc, ce que nous sommes en train de regarder, ce que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas le début de la fin pour Zelensky? Est-ce que Zelensky n'a pas pété plus haut que son cul? Est-ce que les mondialistes qui pensaient par l'intermédiaire de cette procédure, de cette stratégie de pousser Poutine
à dépasser la ligne rouge pour ensuite donner une légitimité à l'Occident de lancer tout un flot, toute une vague de sanctions contre la Russie, pour essayer de l'affaiblir, pour essayer de la mettre à genoux, comme l'a dit notre ministre de l'économie, M. Le Maire. Sauf que là, depuis le 28 février, c'est 28 février, ça fait quand même plus de 5 mois que la Russie est toujours là. Alors certes, elle est confrontée à certaines difficultés, mais pas autant, pas telles qu'on les imaginait, tant qu'on les croyait, tant qu'on les avait anticipées. Pire, le rouble se porte plutôt bien. Le rouble ne s'est pas effondré. Qui plus est, progressivement, là où on a mis des sanctions sur la Russie, on s'est rendu compte que ces sanctions allaient avoir un effet boomerang sur nos propres intérêts. Je ne vais pas revenir sur les discutailleries énergétiques européennes, mais aussi les États-Unis, qui, elles aussi, même si l'impact est beaucoup moindre, est confrontée au fait qu'un certain nombre de secteurs sont très dépendants de la mondialisation. Et cette même mondialisation qui aujourd'hui est un petit peu perturbée par le conflit ukrainien. Les sanctions russes. Et l'allié, pour l'instant indéfectible de la Russie, qui est la Chine. Donc, force est de constater qu'aujourd'hui, nous le voyons, même s'ils essaient de planquer la chose, le problème c'est que l'inflation, le coût de la vie qui augmente, démontre que l'opinion commence à s'intéresser à la chose et commence à poser les bonnes questions. Ils essaient désespérément de donner des réponses pour rassurer, mais que nenni. Nos dirigeants, aujourd'hui, sont confrontés à un cruel problème. Est-ce qu'on va passer l'hiver? Est-ce qu'on va passer la rentrée sans se retrouver tout d'un coup avec des perturbations majeures dans nos sociétés par des manifestations, des contestations, voire des insurrections? Est-ce que finalement, aujourd'hui, nos dirigeants, eux-mêmes les petites marionnettes des mondialistes, ne sont pas en train de se rendre compte que finalement, la stratégie qui avait été choisie pour essayer de provoquer la Russie, provoquer Poutine à rentrer en guerre contre l'Ukraine, finalement n'est pas en train de se retourner contre nous, et que finalement nos fameux experts qui nous avaient assuré qu'en 2 mois nous réussirions à mettre la Russie à genoux, eh bien n'a pas eu lieu. Et que là nous sommes en train d'assister à des retournements de veste progressifs. Et ces retournements de veste, ces fameux soutiens à Zelensky, vont à un moment donné se dire non. Là, va falloir penser à autre chose. Et vous voulez que je vous dise? Je vais m'amuser à faire une petite extrapolation. Je pense qu'actuellement, dans les jeux diplomatiques ou dans les coulisses du jeu diplomatique, sont en train d'avoir lieu des rencontres pour essayer de trouver une autre issue, un autre scénario à appliquer concernant l'Ukraine. Un scénario dans lequel Zelensky va dégager. Comme je vous l'ai dit, que une chaîne comme CBS, que Amnesty International, financée par Soros, commence à attaquer Zelensky sur les flancs, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et qu'est-ce qui est en train de se tramer? Tout simplement, peut-être, la dislocation de l'Ukraine. Alors évidemment, pour l'opinion, on continuera à jouer le fait qu'il est hors de question d'accepter les conditions de la Russie, il est hors de question que la Russie intègre l'Est de l'Ukraine. Néanmoins, je pense que dans les coulisses, actuellement, c'est en train de discuter comment on va négocier la chose. Parce que vous comprenez, il y a un moment donné où l'idéologie du monde unipolaire contre le monde multipolaire a des ramifications, a des conséquences, a des dommages collatéraux que peut-être nos experts n'avaient pas calculés.
ou tout du moins peut-être calculé, mais pas aussi intensément. Et que, vu les circonstances économiques et sociales de nos pays, c'est un risque majeur. Et qu'il faut absolument trouver une solution avant la rentrée pour rétro-pédaler. Seulement, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de l'Ukraine? Est-ce que finalement on va accepter de la partitionner? Un côté, les Russes vont intégrer ou vont peut-être déclarer deux Ukraines, une Ukraine fédérale et puis une Ukraine république, histoire de satisfaire tout le monde. Les Russes seront satisfaits parce que toute la partie est frontalière sera donc une zone tampon. Alors, peut-être pas forcément intégrer la Russie, déclarer une sorte de nouvelle nation, une nouvelle nation indépendante et souveraine. Et puis à l'ouest, une nation, république, peut-être intégrée à l'Union européenne, pourquoi pas. Mais très clairement, on ne retrouvera certainement pas l'Ukraine d'avant. Aujourd'hui, je pense que certains dirigeants, certains hommes de pouvoir ont fait le deuil de l'Ukraine et sont en train de nous préparer un scénario d'apaisement, mais d'apaisement sous couvert évidemment d'une illusion de continuité, de conflit idéologique et politique, géopolitique avec la Russie. Mais il y a en effet d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte depuis ces quelques jours, puisque nous avons vu Biden, il y a cela quelques semaines, qui a fait son petit tour des popotes au Moyen-Orient. Sauf que on a pu entendre que possiblement l'Arabie Saoudite se rapprocherait de la Russie. On vient d'apprendre que un certain nombre de pays arabes, donc Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, voire peut-être même le Qatar, quoique le Qatar est un peu particulier parce que reste quand même protectorat plus ou moins américain, ont l'intention de rejoindre les BRICS. Les BRICS, je rappelle, c'est cette fameuse communauté, cette fameuse alliance qui rassemble le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Russie et la Chine. Et là, hier, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'Erdogan est sur le point de passer quelques partenariats avec la Russie, voire même peut-être intégrer la Turquie au système financier RIM, je crois, qui s'appelle RIM, enfin je vous le mets là, mais je rappelle quand même que la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc si vous voulez, là on est en train d'assister à un truc formidable. Alors peut-être qu'en effet que l'opinion n'est pas consciente parce que les informations sont relativement diffuses, mais quand on prend les informations les unes à côté des autres, on se dit « Oh, 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 il est en train de se passer quelque chose de très intéressant. » On a des partenaires qu'on croyait être assurés de garder sous le coude, qui commencent à faire de l'œil à la Russie. Qui plus est à la Russie, par l'intermédiaire de la Russie, aussi à la Chine. Et j'ai vu ce matin un article formidable qui était en train de nous vendre le fait que peut-être la Chine, tôt ou tard, finira par trouver des intérêts communs avec les États-Unis et peut-être s'allier avec les États-Unis pour finalement se retourner contre la Russie et dégager Poutine et tout le monde va se jeter sur les ressources énergétiques, les matières premières en Russie. Et quand j'ai lu l'article, je me suis dit, mais ce type qui a écrit l'article, il est à côté de la plaque. Il a complètement occulté quoi? Un truc essentiel, c'est que la Chine ne fera jamais d'alliance avec les États-Unis pour aller taper ou d'essayer de dépouiller la Russie. Si la Chine a une opportunité de dépouiller la Russie, elle le fera toute seule, sans les Américains. La Chine ne va pas se tirer une balle dans le pied en allant pactiser avec des Américains qui ont déjà démontré qu'eux aussi, ils sont capables de poignarder dans le dos. Donc, mais c'est quand même un article c'est le genre d'article de toute façon on voit de plus en plus. C'est-à-dire qu'on profite de l'ignorance, on profite
de l'incohérence, on profite de cette incapacité qu'ont des gens à un moment donné à réfléchir, parce qu'ils n'ont pas les données, parce qu'ils n'ont pas les tenants et les aboutissants, parce qu'ils n'ont pas une compréhension réelle de la situation. Et d'ailleurs, plusieurs fois sur les réseaux sociaux, je vous en ai parlé, hein, on est confronté à ce genre d'individus qui sont en réalité complètement enfermés, verrouillés dans une idéologie, mais incapables de les développer, incapables d'en débattre, incapables d'argumenter pour rendre cohérent leur positionnement, pour rendre crédibles leurs opinions. Mais là, force est de constater qu'on est quand même en face de situations assez intéressantes, voire peut-être d'un revirement. Un revirement du fait que, aujourd'hui, les Occidentaux ou les mondialistes ont pris conscience que les choses se sont trop accélérées et qu'il risque d'y avoir des dommages collatéraux qui risquent de se retourner contre eux. Un des dommages collatéraux qui pourrait se retourner contre eux, c'est l'explosion de l'Union européenne. L'euro, je vous le rappelle, pour l'instant n'est toujours pas repassé au-dessus du dollar. C'est un signe. Je rappelle que la Grande-Bretagne vient de jeter à la poubelle un certain nombre de paquets de sanctions avec la Russie pour pouvoir reprendre certaines activités, certains business avec la Russie. Je rappelle que dans l'Union européenne, vous avez certains pays aujourd'hui qui ne sont plus du tout d'accord avec l'orientation géopolitique de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Et que vous verrez qu'on va commencer à voir remonter à la surface ce que certains d'entre nous disaient depuis un certain nombre d'années. Et attention, je vais terminer là-dessus. Un autre fait qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, mais qui reste quand même très intéressant, ici aux États-Unis. Vous avez le gouverneur DeSantis de Floride, qui la semaine dernière a pris une décision assez punchline. Pour que vous compreniez bien la situation, il faut savoir que DeSantis est un républicain, il est gouverneur de Floride, que la Floride est un des États les plus peuplés des États-Unis, et qu'il est pressenti dans les milieux conservateurs comme étant potentiellement un challenger non négligeable pour la primaire républicaine, pour la présidentielle de 2024. Et ce monsieur, alors la Floride, on en a déjà parlé dans une vidéo, souvenez-vous, hein, le petit conflit avec Disney, sur le fait que la Floride a relégiféré sur une certaine règle de principe pour l'accession à l'avortement, c'est-à-dire que désormais en Floride, vous ne pouvez plus avorter si vous avez dépassé 12 semaines. Donc évidemment, là, M. DeSantis vient de prendre une décision, ou a pris une décision, la semaine dernière, qui a foutu un coup de pied dans la fourmilière progressiste au niveau de la Floride. Il faut savoir qu'il y a en Floride, sur les comtés, sur les districts, etc., vous avez des procureurs. Ces procureurs, il faut savoir qu'aux États-Unis, vous en avez entendu parler certainement, les procureurs sont des gens quand même qui ont des pouvoirs non négligeables. Et les procureurs font un petit peu la pluie et le beau temps en matière de législation au niveau des États et au niveau des districts auxquels ils sont affectés. Et il se trouve que il y a un procureur du 13e district qui s'est amusé à refuser des lois d'État de Floride, en revanche, de prendre les lois fédérales progressistes de Washington. Or, le gouverneur a dit, attendez, le procureur, il n'est pas là pour prendre les lois, celles qui l'intéressent et celles qui ne l'intéressent pas. Qui plus est, un procureur n'a pas autorité, n'a logiquement pas le droit de désavouer des lois qui ont été votées par un processus démocratique interne à l'État de Floride, parce que cette loi ne lui plaît pas. Eh bien, DeSantis a viré ce procureur. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, ça peut paraître un petit peu dire oui, bah, pourquoi pas, ça arrive. Non. Ça n'arrive pas, surtout quand on est pressenti être un candidat à la primaire républicaine. Donc,
retenez bien ce nom, DeSantis, gouverneur de Floride, parce que vous risquez d'en entendre parler. Parce que, très clairement, aujourd'hui, vu le positionnement, vu la réputation, vu la cote de popularité de Biden, mais aussi de Kamala Harris, qui d'ailleurs, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, aujourd'hui, dès qu'elle apparaît dans une interview, un truc comme ça, il y a des moments où elle dit des trucs, faut le décodeur, parce que, en fait, elle veut faire un propos très consensuel, très complaisant, mais au bout d'un moment, elle s'en mêle les crayons et ce qu'elle dit n'a pas de sens. Ça a du sens pour elle, ça a du sens pour ceux qui l'écoutent, qui sont progressistes à fond, wokistes de mes deux, etc. Sauf que non, parce que ça fonctionne plus. Et du coup, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, il y a une partie de la DNC, démocrate, qui aujourd'hui a compris que Kamala Harris, c'est même pas la peine. C'est mort. Donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Sauf pour l'instant, force est de constater que les progressistes démocrates sont en train de vraiment de traîner la patte pour trouver. Alors il y en a une par contre qui a compris, qui essaie de se glisser dans la faille, c'est AOC, c'est Horacio Cortés. À chaque fois je me souviens jamais de son prénom. Qui en ce moment est en train d'un petit peu de ressortir un petit peu dans les médias, etc. Mais attention, soyons honnêtes et soyons tout à fait réalistes. C'est une personnalité politique qui a une grande gueule, qui est très à gauche. Certains disent même qu'elle est communiste, ce qui est complètement débile. On est aux États-Unis, mais qui n'est pas crédible. Qui n'est pas crédible parce qu'elle s'est fait choper plusieurs fois la main dans le sac en train de faire un petit peu des conneries, à l'inverse, à contrario de ces idéologies qu'elle essaie de nous vendre. Le fameux Green Deal, etc., qui est très bien sur le papier, mais à réaliser dans un système politique, économique tel que les États-Unis, qui est totalement irréalisable. Et donc, à suivre, parce que je pense que, comme vous le savez, au mois de novembre, aux États-Unis, vous avez le midterm, qui va peut-être faire basculer le Sénat de nouveau entre les mains des Républicains, et ce qui va être déterminant sur la stratégie à adopter pour l'année prochaine. Nous serons en 2023, et en 2023, eh bien, on commencera à voir des positionnements, on commencera à voir des stratégies qui vont se mettre en place pour les élections présidentielles de 2024. Donc, affaire à suivre. Et affaire à suivre, évidemment, avec ce que je viens de vous expliquer concernant le président ukrainien, Zelensky, où tout d'un coup on commence à voir émerger pas seulement dans les milieux alternatifs, etc., là vraiment dans des trucs officiels, qui plus est financés par des gens qui ont quand même leurs influences et leurs entrées non négligeables. George Soros, c'est quand même pas n'importe qui. On est d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, mon opinion personnelle, c'est que je pense que là, actuellement, des gens sont en train de se rencontrer pour essayer d'entrevoir, d'imaginer le devenir, finalement, de l'Ukraine, parce que très clairement, on ne pourra pas laisser ce conflit perdurer. Il faudra à un moment donné mettre à la table Poutine ou Azov, je ne sais plus que son responsable de diplomatie, pour trouver une issue, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça, arroser en millions de dollars et en armes, qui plus est peut-être en mercenaires, un truc comme ça, parce qu'il y a un moment donné où ça ne va pas fonctionner. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, que la fameuse information que nous possédions déjà depuis plusieurs mois, mais qui là tout d'un coup émerge dans une chaîne mainstream américaine, que y a une partie de ce qu'on envoie en Ukraine qui en réalité n'arrive jamais en Ukraine et est tout simplement exfiltré par des organisations criminelles, mafieuses, etc. Mais évidemment, on ne dit pas officiellement que c'est évidemment la mafia, et dont je vous rappelle que beaucoup de ces réseaux mafieux ont des liens et des accointances avec des personnalités politiques ukrainiennes, des oligarques qui sont à la Rada, qui est le parlement ukrainien, et que par conséquent, eh bien, ça
Ça met évidemment le décor sur le fait que Zelensky, Zelensky c'est un guignol. Mais Zelensky est une marionnette à la fois le cul assis entre deux chaises, c'est-à-dire s'il n'applique pas ou ne répond pas aux ordres de ce qui lui sont donnés par certains des partisans, dont certains sont plus ou moins en lien avec les mouvements néo-nazis et d'extrême droite ukrainiens, et de l'autre les intérêts occidentaux qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, mais il doit certainement se rendre compte que là, il commence à y avoir un petit peu de réserve. Et preuve en est, je terminerai là-dessus, c'est que Poutine vient de dire, ou d'annoncer, enfin je vais passer ça, que Poutine va s'arrêter de communiquer avec Macron. L'air de dire, écoute, t'es gentil, t'es sympa, j'aime bien, avec la France, on a toujours eu un lien particulier, etc. Mais là, il y a des gens plus adultes, plus responsables, moins égocentriques que toi, qui veulent discuter avec moi, me faire des propositions, etc. Donc, coco panier. D'ici qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, suivez l'actualité, ça va très vite, et on se retrouve très prochainement, et d'ici là, portez-vous bien.